Voici mon témoignage. Chaque nuit, dès que je ferme les yeux, dès que je m'endors, je me transporte au XXe siècle, dans un lieu, en Belgique, en France ou au Luxembourg, où l'on se bat encore. Je suis un simple témoin de ces événements, et chaque nuit, une nouvelle histoire se déroule sous mes yeux. Ces voyages dans le temps, avec ces hommes et ces femmes au cœur des conflits, m'ont appris beaucoup sur leurs épreuves et leur courage. Ma voix vous guidera tout au long de ce podcast vers les images et les messages reçus au cours de ces nuits étranges et mouvementées. Je sens une odeur de paille qui me rappelle la ferme de mes grands-parents. Une planche de bois grince. Des hommes s'activent près de moi. Mes yeux s'ouvrent. Je suis dans une mezzanine au-dessus d'une grange. 3 jeunes luxembourgeois d'une vingtaine d'années se dépêchent de ranger le lieu. Ils font disparaître toutes les traces de leur passage. La paille de leur lit de fortune est entassée dans un coin par l'un d'entre eux. Les 2 autres referment leur petite valise de cuir remplie de quelques vêtements. Avant de quitter leur petit abri niché, Victor, Josie et Marcel y jettent un dernier regard. Leurs cœurs sont lourds, mais ils doivent partir. Je les précède et descends la première. Josie est le premier à regagner le sol. Il prend soin de retirer l'échelle pour la cacher derrière des bottes de foin. Notre petit groupe quitte la grange pour rejoindre le bâtiment principal de la ferme. Dehors, la nuit est déjà tombée. Les rideaux sont tirés, mais de faibles rayons de lumière traversent une petite cour. Nous y entrons. À l'intérieur, autour d'une large table en bois, d'autres personnes sont déjà présentes. Mes compagnons les rejoignent. Ils connaissent déjà le maître de maison et son fils, Pierre Kergen, un jeune homme de 24 ans, les cheveux courts, châtains. Les autres sont arrivés en début de soirée depuis la ferme d'à côté. Ils ont vécu plusieurs mois à quelques mètres de distance, mais n'ont jamais pu se rencontrer. La mère de Pierre apporte une grosse marmite remplie de Bundeslup. La délicieuse odeur de soupe me met l'eau à la bouche. Chacun se sert de grands bols. Certains ont le ventre noué à l'idée de la nuit qui nous attend, mais il faut prendre des forces. S'ils sont réunis en cette soirée d'avril 1944, c'est qu'ils vont s'évader vers la Belgique voisine. Pierre Kergen fait partie d'un réseau clandestin de résistants, près de la commune de Trois-Vierges, dans les Ardennes luxembourgeoises. Il permet à ceux qui le veulent de se cacher des forces allemandes, puis de quitter le Luxembourg pour rejoindre la Belgique, où le régime est moins strict. La majorité des réfugiés sont de jeunes luxembourgeois réfractaires à l'enrôlement forcé dans l'armée allemande. Mes nouveaux compagnons se régalent. La mère Kergen est de retour. Elle ramasse des bols et dépose une tarte aux pommes au centre de la table. L'ambiance s'est un peu détendue. Les jeunes racontent comment ils ont réussi à échapper à l'administration allemande, leurs exploits légèrement amplifiés par la force du groupe. Cachés par leur famille, par leurs voisins, ils ont tous été conduits vers ce réseau pour être exfiltrés. Victor, l'un des jeunes avec moi dans la grange, est un déserteur. Il a rejoint de force la Wehrmacht et le front de l'Est. Et il a profité d'une permission pour s'enfuir. Il ne voulait plus servir les Allemands. Il ne pouvait plus. Son père l'a soutenu et l'a aidé à s'éclipser, au mépris des menaces réelles de déportation pesant sur sa famille. Les autres ont terminé leur repas.
Nous sommes 1 heure avant minuit. Pierre va maintenant nous conduire jusqu'à Aloïs Kremer, un des passeurs à l'origine du réseau résistant, pour que nous puissions passer la frontière avant l'aube. J'assiste, ému, aux au revoir du groupe. Ils espèrent se revoir à la fin de la guerre, mais ne présument de rien. Beaucoup de gratitude se lit sur leur visage. Victor remercie 1000 fois le couple qui les a accueillis pour leur aide. Leur accueil a été merveilleux, si précieux. Les 3 jeunes avec qui j'étais n'ont pas beaucoup d'économies, mais ils veulent au moins payer une partie du gîte et du couvert de ces derniers jours. Les parents de Pierre leur sourient, qu'ils gardent leur argent, ils en auront plus besoin qu'eux, et surtout qu'ils soient prudents. Je frissonne. La nuit est fraîche, sans être froide. Les étoiles sont visibles, c'est bon signe. Il ne devrait pas pleuvoir. La jeune troupe se met en chemin. Sur la route, d'autres réfractaires et 2 jeunes soldats américains nous ont rejoints. Ils étaient réfugiés dans des fermes des hameaux des environs, comme celle de la veuve Diederich Kohenner. Les 2 Américains ont été parachutés quelques jours auparavant et doivent passer la frontière pour aider la résistance belge et préparer une offensive alliée à venir. Leur présence renforce notre confiance. Après quelques kilomètres sur une route de terre déserte, Pierre nous emmène le long d'une voie ferrée à l'orée d'un bois. Alors que nous la longeons, tout à coup, Pierre s'arrête. Le chemin de fer marque une courbe. Entre les arbres, nous voyons de la lumière qui avance vers nous. Des pas font crisser les feuilles tombées des arbres. Il faut nous cacher au plus vite. Nous avançons avec une extrême prudence vers le petit bois un peu plus haut. Le moindre craquement de branches me paraît une explosion tonitruante. Nous entendons leur voix maintenant. C'est bien ce que Pierre pensait, une patrouille de douaniers allemands. La moitié du groupe s'est tapie derrière un petit talus. Pour moi et le reste du groupe, 2 grosses souches feront l'affaire. 1 pas, 2 pas, nous y sommes presque. Les Allemands aussi, juste en dessous de nous. Pierre s'est accroupi, Victor et d'autres à sa suite. Josie ferme encore la marche. Il se baisse pour s'asseoir, mais dérape en même temps dans les feuilles. Les Allemands se tournent aussitôt vers nous, et un faisceau de lumière me traverse. Je n'ai jamais été aussi heureuse d'être un fantôme. Le faisceau tourne autour de la souche. Je me suis assise avec eux. L'angoisse est à son maximum. À côté de moi, Pierre nous regarde. Il a sorti son arme. Tout le monde retient sa respiration et la tension ne retombe pas. Un Allemand fait un pas dans notre direction. Un autre douanier lui parle et s'arrête. Regarde autour de lui, écoute. Le silence. Dans un arbre, une chouette s'envole avec fracas. Les Allemands se sont tous retournés. L'un des hommes sur le chemin éclate de rire. Il se moque de son collègue qui redescend vers eux. La patrouille repart. Enfin, nous sommes sauvés. Je reste accroupie avec les autres. De toute façon, je tremble trop pour me relever. Pierre redescend sur les rails pour voir où en sont les soldats. Nous pouvons repartir. Nous avons contourné 3 vierges et rejoint Aloïs Kremer et son frère Eugène. Pierre avait vanté au cours du repas leur grand savoir-faire. Je m'attendais à rencontrer des hommes aguerris et je découvre 2 personnes encore plus jeunes que le reste du groupe. Aloïs a 21 ans,
Eugène, même pas 18. Il les aura dans moins de 2 mois. Leur visage contraste avec le nôtre plein d'angoisse. Les 2 passeurs ont l'air calmes, sereins. Ils nous rassurent malgré leur âge. Pierre nous laisse entre de bonnes mains. À la lisière du bois de Biwisch, un nouvel obstacle se dresse. Une petite cabane sert d'abri aux douaniers allemands. Nous nous sommes arrêtés derrière quelques arbres. Nos yeux sont rivés sur le tout jeune Eugène qui avance en rampant. Mètre après mètre, il se rapproche en silence de la baraque de bois. Je ne vois plus que son ombre, tandis qu'il se relève contre le mur. Je suis terrorisée, cachée dans ce bosquet. Eugène est intrépide. Il se porte à la fenêtre pour y jeter un regard, puis fait le tour de l'abri. Personne. Aloïse nous fait alors avancer en rang serré. Nous ne pouvons pas trader, il pourrait revenir. Nous entrons dans le bois. Aloïse et Eugène le connaissent par cœur. Ils nous guident sur une piste qui serpente au plus profond de la forêt. Dans le silence de la nuit, seules nos peurs résonnent avec force. Le temps paraît ne jamais s'écouler. J'ai l'impression que nous marchons depuis des jours dans cette obscurité. Nous ne voyons quasiment rien. Mais Aloïse et Eugène veillent sur nous. Ils nous orientent entre les sapins et parviennent à calmer un peu notre terreur par leurs conseils. Soudain, une petite clairière s'ouvre devant nous. L'aube pointe à l'horizon. Un petit ruisseau serpente au milieu. Aloïse s'est arrêtée. Ils nous regardent en souriant. Ils ont réussi. Le ruisseau marque la frontière. Après avoir vérifié qu'aucun garde ne traînait, nous franchissons un à un le petit cours d'eau. Victor, Josie, Marcel et les autres. Nous sommes en Belgique. Épuisés, nous terminons notre périple en silence. Dans une maison rouge isolée, près du village de Limerlé, un homme nous attend. C'est un filiériste belge. Il permettra au groupe de se reposer et de se ravitailler avant de les guider pour la suite de leur parcours. Aloïse et Eugène repasseront la frontière dans l'autre sens. Pour le reste du groupe, le voyage ne fait que commencer. De Limerlé, ils rejoindront Bourcy, où un policier belge leur donnera des faux papiers, puis Bastogne, d'où ils prendront le tram jusqu'à Marlois avant d'être répartis dans de nouvelles caches. Quelques mois après notre fuite, Eugène Kremer voudra à son tour se soustraire à l'enrôlement forcé. En l'aidant, Aloïse tombera aux mains des Allemands. Le 19 janvier 1945, 4 jours avant son 22e anniversaire, il sera fusillé pour ses activités. De mon côté, ma route s'arrête ici. Je rejoins ma chambre et laisse ces dangereux chemins d'évasion et leurs héroïques passeurs. Cette histoire vous a touché ? Alors il est temps de vous rendre sur le territoire de Land of Memory pour vous imprégner de cette aventure sur les lieux mêmes de son déroulement. L'itinéraire Le Grand-Duché du Luxembourg et la Résistance est à découvrir sur le site web landofmemory.eu pour visiter notamment le Sentier des Passeurs, le Musée national d'histoire militaire et encore le Monument national de la Grève.